Mais d'abord, on va se laisser caresser par le soleil qui traverse la canopée. On va respirer l'odeur de la résine. On va écouter craquer les feuilles sous nos pas. Nous partons tout de suite dans le Berry. Notre guide, c'est l'auteur du Grand Maulne, Alain Fournier. C'est l'inspiration d'aujourd'hui. Cette campagne bat d'un pouls tranquille, au cœur géographique de la France. En s'écartant des rives du Cher, villages et hameaux s'éparpillent tout au long des vallons du Berry. Plus au nord, c'est la Sologne sauvage, couverte de forêts et d'étangs. Une France profondément rurale, avec sa myriade de châteaux et son peuple paysan laborieux qui, en cette fin de 19e siècle, sort ses enfants des champs. La Troisième République leur ouvre la porte des écoles. C'est dans une de ces écoles communales du Berry que grandit dans les années 1890 Henri Fournier, fils d'instituteur et auteur, sous le nom d'Alain Fournier, d'un roman devenu mythique, Le Grand Maulne. Ce roman conte une double initiation sentimentale, celle d'une amitié entre le fils d'un instituteur et celui d'un paysan, mais aussi l'histoire d'amour de ce paysan, Maulne, et d'une jeune aristocrate. À l'âge de 27 ans, Alain Fournier transpose dans les paysages chéris de son enfance l'histoire vraie de son coup de foudre pour une jeune Parisienne. Il cherche justement à se nourrir de ce qu'il a ressenti, de ce qu'il a vécu dans son enfance. Il écrit une lettre un jour à sa sœur Isabelle en lui disant « Il va falloir que tu m'aides à retrouver toutes ces sensations, tous ces lieux, tous ces personnages qui ont fait notre enfance et qui ont fait la beauté et le merveilleux de notre enfance. » Aucun pays n'est le mien, si ce n'est peut-être le bourg où je suis allé en classe et au catéchisme. D'inspiration populaire, paysanne, le Grand Maulne puise sa source dans le bourg d'Épineuil-le-Fleuriel. Alain Fournier reconnaîtrait les ruelles, la maison du notaire, celle du maréchal Ferrand. En cette fin du 19e siècle, c'est l'école où ses parents sont instituteurs, qui est au centre de la vie d'Alain Fournier. Le roman, comme les premiers souvenirs de l'écrivain, débute ici. Ouverte aux visiteurs, la classe fleure encore l'encre, la craie, l'époque de la communale. L'univers de cette école va être marqué à jamais pour Alain Fournier par les bruits, les enfants qui rentrent, qui tapent du sabot. Et Monsieur Fournier qui leur dit « Arrêtez les enfants de saboter ». Le grissement de la craie sur le tableau. Il y a aussi les odeurs, les enfants apportaient dans leur panier du hareng grillé que l'on faisait réchauffer sur le poêle de la classe et ça sentait mauvais. Tous les après-midi, ça sentait flotter une odeur d'hareng grillé. Il y avait dans leur blouse un goût de foin et d'écurie qui alourdissait l'air de la classe quand ils se pressaient autour du poêle rouge. Alors ces camarades de classe, ce sont généralement des enfants de paysans. Le matin, ils ont fait des corvées avant de venir à l'école. Donc on va soigner les animaux, on va donner à manger aux poules. Ils amènent un petit peu l'odeur de leur ferme et puis l'odeur de la nature, des éléments extérieurs. Donc c'est vraiment un univers assez sensoriel en fin de compte. Et c'est vrai que c'est cet univers qu'il va garder pour écrire le roman. La mère d'Alain Fournier refuse qu'il fréquente les enfants en dehors de l'école. Il vit dans un univers clos, qui se résume à cette salle de classe et au logement attenant. L'escalier conduit à la mansarde, où le jeune garçon, comme les héros du roman, passe des heures à lire. La lucarne de sa mansarde représente une autre échappatoire. Il a un paysage sans fin devant lui. C'est vraiment un monde inconnu et il peut imaginer tout et il peut se créer un monde un petit peu parallèle. Il s'évade complètement.
Par temps dégagé, comme un phare éclairant son imaginaire, Alain Fournier aperçoit au loin Sainte-Agathe, une chapelle médiévale dont il empruntera le nom pour rebaptiser le village d'Épineuil dans son roman. Seuls les bords du Cher brisent sa solitude et son enfermement. La rivière déroule son rivage arboré à seulement 2 km d'Épineuil. Le père d'Alain Fournier, comme celui du narrateur, y organise des sorties nature pour les élèves de la classe. Que les bords du Cher étaient beaux. Sur la rive où l'on s'arrêta, le coteau venait finir en pente douce et la terre se divisait en petits prés verts, ensaulés séparés par des clôtures, comme autant de jardins minuscules. L'événement au cœur du roman va naître dans un lieu où Alain Fournier ne s'est jamais rendu. Le château de Cornancey s'élève à 3 km du bourg d'Épineuil. Dans le parc de ce domaine du XVIIIe, une chapelle était réservée à la famille du seigneur. Donc à l'époque d'Alain Fournier, c'est le vicomte de Fayat qui habite ici et qui vit dans son beau château avec ses enfants qui ont leurs précepteurs, indépendamment du village, indépendamment de la famille d'Alain Fournier. Monsieur Fournier, le père d'Alain Fournier, c'est un hussard noir de la République, comme on dit à l'époque. Il représente la République et l'éducation nationale. Tous les métayers ont leurs enfants qui vont à l'école de Monsieur Fournier, mais les enfants du vicomte de Fayat ne vont absolument pas. Ils restent au sein du château. Un jour de 1896, le châtelain réunit ses mondes séparés. Il invite au château les familles de tous ses fermiers pour le baptême de son dernier enfant. Alain Fournier, lui, parce qu'il est le fils de l'instituteur, représentant de la République et de la laïcité, n'est pas convié à la fête. Et donc, une fois que les enfants sont retournés à l'école, les jours qui ont suivi, ils ont raconté, évidemment, à Alain Fournier ce qu'ils avaient vu. Les lumières, les attractions, les repas, le château éclairé, les voitures, les invités. Et donc, Alain Fournier a été fasciné, bien évidemment, par ce récit. C'est un enfant qui rêve, c'est un enfant qui lit beaucoup. Et donc, évidemment, il va immédiatement imaginer ce que pouvait être cette fête merveilleuse, cette fête étrange, qu'il racontera ensuite dans le roman. Dans les couloirs s'organisaient des rondes et des farandoles. Une musique, quelque part, jouait un pas de menuet. Maulne se trouva ainsi mêlé jusqu'à la fin de la nuit à une foule joyeuse, aux costumes extravagants. L'écrivain transformera sa frustration d'enfant en un récit enchanteur. Pour camper le décor de la fête étrange, Alain Fournier a l'embarras du choix. Moins célèbre que la région voisine de la Loire, le Berry regorge pourtant de merveilleux manoirs, de ravissants châteaux. Plus on se dirige vers le nord du département du Cher, plus ils sont nombreux. En particulier autour de la chapelle d'Angilon, berceau de la famille Fournier, où chaque été, les vacances sont gages d'une liberté retrouvée. Le souvenir d'une promenade en famille dans les bois offrira un écrin au domaine mystérieux du roman. Et ils suivent un ruisseau, une rivière, parce qu'il y a des chemins partout qui s'ouvrent, que l'on devine au milieu des arbres. Et on rêve, on se met à rêver et à imaginer qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-bas au bout. C'est une aventure. Et tout d'un coup, il voit que ça s'éclaircit au bout. Et puis, il s'avance et il débouche sur une grande prairie au pied du château, au pied de l'abbaye. L'endroit était désolé, et sur cette solitude parfaite brillait un soleil de décembre clair et glacial. Lorsque Maulne aperçut enfin, au-dessus d'un bois de sapin, la flèche d'une tourelle grise. Quelques vieux manoirs abandonnés, se dit-il, quelques pigeonniers déserts. La masse qui surgit des bois sombres est l'abbaye cistercienne de Leroy.
La Révolution française a eu raison de cette bâtisse du XIIe siècle, jadis florissante, puisqu'elle était entourée de 12 fermes en écho aux 12 apôtres. La surprise est certainement très forte. De passer des bois, c'est le pays de la Belle au bois dormant, vraiment. On a l'impression qu'on arrive là en écartant les branches, en marchant sur les ronces, et puis ça s'écarte petit à petit au fur et à mesure que vous avancez, ça se referme derrière vous. Et puis d'un seul coup, hop, cette maison-là, qui est là, qui attend on ne sait quoi, ça ouvre immédiatement l'imaginaire et ça le pousse à rêver et à imaginer qui a bien pu habiter dans cette grande bâtisse. Une princesse, très certainement. Dans le roman, la princesse se nommera Yvonne de Galais. Le Grand Maulne est une quête du sentier perdu, celui qui mène le héros du livre, Maulne, au domaine mystérieux où il rencontra la fille du châtelain. Tout comme son héros, Alain Fournier égare son lecteur dans des paysages boisés, ceux des forêts de Sologne, au nord-ouest du Cher. Il les arpente chaque mois de septembre pour chasser. Les routes sont sèches. Il y a tout le long des aiguilles de sapins jaunis, des taons dans l'air, du gibier qui vous coupe la route. C'est une expérience sensorielle totale, olfactive, visuelle, les couleurs, le soleil qui transperce à travers les arbres. Plein de sensations charnelles, physiques. Ça sent la résine. Ça sent la résine des grands pins sylvestres. Ça sent l'humus. Ça sent la mousse. Quand j'étais petite, j'adorais marcher dans la mousse. Puis de temps en temps, il y a un champignon qui sort. C'est le vent dans les bois, le vent calme. C'est presque humain. La forêt de Sologne s'étire à perte de vue, parsemée de milliers d'étangs qui vont habiller le récit de merveilleux. Alors les étangs font partie des choses que l'on découvre au détour des chemins. Donc ils font partie du monde mystérieux du Grand Maulne. Et en fonction du ciel, c'est comme un miroir, ça change, ça bouge. Il y a un côté irréel, il y a un côté poétique. L'écrivain choisira une promenade sur un étang pour qu'éclate au grand jour l'amour entre Augustin Maulne et Yvonne de Galais. Il s'est toujours inspiré de toute façon de choses qu'il avait ressenties, qu'il avait vécues. Et il dit « Je n'aime la merveille que lorsqu'elle est étroitement insérée dans la réalité ». Donc tout est nourri de ses impressions d'enfance, de ses sensations. Et les étangs font partie de ces évocateurs de souvenirs et de sensations. Cette nature pure et sans pittoresque a infusé dans l'âme d'Alain Fournier, puis dans son unique œuvre, parue en 1913. Le jeune homme meurt au combat dans un bois dès les premiers jours de la guerre de 14. La douce nostalgie de ces paysages en est plus grande encore.